Merci à vous. Monsieur Christian Gaudin, philosophe, maître conférencier en philosophie à l'université de Blaise Pascal, c'est ça, à Clermont? C'est ça, oui. Bien, bonsoir. Je remercie ceux qui m'ont invité. Je suis philosophe, c'est-à-dire que je ne connais strictement rien à la question, rien de technique. Je ne la connais que de façon très extérieure, c'est-à-dire comme un citoyen qui lit les journaux et puis qui a des expériences personnelles comme chacun de nous. Alors, je vais, à propos de ces directives anticipées, je vais poser des questions et puis donner quelques éléments de réponse, en insistant sur le fait que quand il y a des réponses, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. En effet, il n'y a de solution que pour des problèmes de type scientifique ou technique, là où il y a des vérités, où il y a des procédés qui sont les plus utiles et les plus efficaces objectivement. Il se trouve que dans des problèmes de ce type, qui sont à la fois politiques, économiques, moraux, sociaux, enfin des problèmes humains, profondément humains, problèmes psychologiques, on peut en effet poser des questions, on doit même le faire, on peut apporter des réponses, mais il n'y a aucune solution. Il faut prendre, je crois, d'abord conscience que il n'y a dans ce domaine-là aucune solution acceptable par tout le monde. C'est-à-dire que de fait, les réponses que l'on donne, elles sont évidemment indexées aux prises de position personnelles qu'on peut avoir sur le plan religieux, sur le plan philosophique, moral ou autre. Alors de quoi s'agit-il? La directive ou les directives anticipées, c'est un testament concernant les soins terminaux. C'est un texte, on l'a vu, dans lequel une personne fait part de sa volonté concernant les soins médicaux dans le cas où elle serait dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. Ce sont les termes mêmes du Code de la santé publique. Alors, une première remarque, c'est qu'il y a un paradoxe par rapport au testament classique. Le testament classique, en effet, c'était l'expression de la volonté post-mortem, c'est-à-dire après la mort, et il y avait dans le testament classique donc l'idée d'une continuité de la volonté après la mort. Là, avec la directive anticipée, nous avons affaire à l'expression d'une volonté ante mortem, avant la mort, mais post voluntatem, après la volonté, en ce sens qu'on anticipe le fait qu'un moment arrivera où nous serons dépossédés de la volonté. On pourrait appeler ce cas de figure, qui est assez complexe, on pourrait l'appeler le complexe d'Ulysse, d'après un épisode de l'Odyssée d'Homère, où Ulysse anticipe le fait qu'il ne pourra pas résister à la séduction du chant des sirènes. Il se fait attacher au mât par ses compagnons. Il prend soin de prévoir que ses compagnons auront les oreilles bouchées. Justement, il prévoit le fait qu'il va supplier ses compagnons de le détacher au moment où le bateau passera près du récif des sirènes. Et donc, Ulysse peut ainsi bénéficier de cet extraordinaire chant et en même temps donc avoir la vie sauve, puisqu'il supplie effectivement ses compagnons de le libérer, et comme ses compagnons ont les oreilles bouchées, ils n'entendent rien, et donc ils sont tous sains et saufs. Alors, cette volonté, qui était, disons, au cœur des directives anticipées, c'est ce qu'on appelle en langage technique, en jargon philosophique, une volonté, c'est-à-dire que c'est un vouloir que ne pas. C'est moins une volonté positive qu'une volonté négative, c'est un vouloir que ne pas, puisqu'en effet, il s'agit de quelque chose qui va concerner un refus ou une limitation de soins terminaux, ce qu'on appelle donc, d'après un mot, un néologisme inventé à la fin du XIXe siècle, une volonté. Mais je voudrais insister sur le fait de la volonté elle-même, qui est en effet quelque chose de très problématique. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je crois qu'il faut replacer ça dans un cadre très général. Dans les démocraties modernes, en effet, un individu est supposé être libre, donc doué de volonté et de responsabilité. C'est à cette condition qu'on peut le châtier quand cet individu commet une infraction ou un crime. Donc il est absolument indispensable dans les sociétés modernes que nous croyons que nous sommes tous libres, volontaires et responsables.
Notre civilisation, par ailleurs, est une civilisation hyper volontariste. On le voit à travers les technosciences. C'est une civilisation qu'on a appelée prométhéenne, c'est-à-dire qui cherche la maîtrise totale de l'environnement naturel, du corps et de l'existence. C'est-à-dire que tout ce qui échappe, pour l'instant, à la volonté humaine ou contredit cette volonté, tend ou bien à être refoulé ou bien à être purement et simplement éliminé. Quelles sont les puissances qui contredisent la volonté humaine? Quelles sont les puissances qui peuvent s'opposer à la volonté des hommes? Autrefois, on parlait de destin. Plus personne, ou presque aujourd'hui, n'y croit. Il y avait Dieu. On s'en remettait à la volonté de Dieu au moment de mourir. Nous vivons, comme disait Nietzsche, dans l'horizon de la mort de Dieu. Même les croyants ne croient plus suffisamment en Dieu pour tenir cela comme étant un élément essentiel de leur philosophie de l'existence. Troisième puissance, la nature. Mais cette nature, nous l'avons en très grande partie dénaturée, du moins la nature proche, la nature qu'on appelle aujourd'hui à juste titre environnement, c'est-à-dire ce qui nous environne. Et cette nature, évidemment, autrefois le corps lui-même en tant qu'élément physique était intégré dans cette nature, et on voit très bien aujourd'hui que commence à se profiler tout un ensemble de techniques visant en effet à imposer sur le corps humain ce reste de nature, si on peut dire, eh bien la volonté. Et puis enfin, quatrième chose, le hasard. Le hasard, c'est ce qui fait échec à la volonté. Effectivement, là aussi, l'un des sens forts de la technique et de la science, c'est de maîtriser le hasard par la prospective, la programmation. Et à cet égard, on voit très bien comment une société moderne, fondée sur les technosciences et fondée aussi sur le primat de l'économie, du système économique, eh bien, c'est une société qui a le regard entièrement ou presque entièrement tourné vers le futur, vers l'avenir. Ça, c'est une révolution fondamentale puisque pendant des dizaines de milliers d'années, le sens que les hommes donnaient à leur vie était lié à leur passé. C'est ce qu'on appelle la tradition ou alors le passé individuel. D'ailleurs, le paradoxe de tout cela, c'est que les forces de la volonté apparaissent aujourd'hui aussi inexorables qu'un destin. On le voit par exemple à travers la puissance technique qui a modifié fondamentalement les conditions de l'environnement et avec le réchauffement climatique par exemple, on voit très bien comment ce qui au départ était le produit de la volonté des hommes pour justement éliminer le destin, Dieu, la nature et le hasard, eh bien aujourd'hui, l'agrégation de toutes ces volontés humaines apparaît comme aussi inexorable qu'un destin. C'est vrai dans le domaine technique comme dans le domaine économique. Cet hypervolontarisme fait que les distinctions classiques que les écrivains et les philosophes opéraient avec rigueur, avec précision, ces distinctions classiques tendent à tomber. C'est-à-dire que le terme de volonté finit par agréger en lui tout ce qui était voisin de la volonté sans être la volonté elle-même. Par exemple, le consentement. Le consentement, évidemment, c'est le degré le plus bas de la volonté, puisque pour consentir, il suffit de ne pas vouloir que ne pas. C'est-à-dire qu'en fait, consentir n'est pas réellement vouloir. Consentir signifie nous ne serons pas scandalisés si telle chose, en effet, nous arrive. Il y a le désir, mais le désir, ce n'est pas la volonté. Je ne vais pas faire des cours de philosophie, mais le désir est irrationnel, irréaliste. La volonté, en théorie, est rationnelle et réaliste, mais il se trouve que grâce ou à cause de, grâce à, si on s'en félicite, à cause de, si on le déplore, au progrès formidable des technosciences, ce qui était de l'ordre de la volonté réaliste et rationnelle, aujourd'hui peut être parfaitement assumé par les désirs les plus délirants, ainsi qu'on peut le voir en effet à travers, par exemple, un exemple qui me vient à l'esprit, aujourd'hui on peut rendre enceinte une femme ménopausée et il y a des chercheurs qui étudient de façon très sérieuse le moyen de rendre les hommes enceints d'enfants. Alors, à partir du moment où le désir et la volonté ne sont plus distingués, entre aussi dans cette même constellation sémantique le vœu, le souhait,
À plusieurs reprises, on a entendu ce terme de souhait tout à l'heure. Ce n'est pas la même chose. Le souhait, c'est un terme d'origine religieuse qui signifie, comme le vœu d'ailleurs, comme l'idée de vœu, mais on voit très bien justement que le volontarisme des sociétés modernes, qui sont des sociétés technicistes, eh bien ce volontarisme confond avec la seule volonté tous ces termes qui pouvaient désigner des vagues envies, des fantasmes même. Aujourd'hui, la fantasmatique humaine, elle est, grâce encore une fois à la technoscience et à l'économie, la fantasmatique humaine aujourd'hui, elle est intégrée, on peut dire, dans cette grande thématique de la volonté. Dans les textes d'ailleurs, notons, on parle de volonté libre, ce qui est franchement cocasse, quand on songe qu'une volonté, par définition, ne peut être que libre, et la volonté libre, c'est un exemple parfait de pléonasme. Alors, ces exemples, disons, de volonté poussée jusqu'à son point extrême, c'est évidemment atteignent l'être humain dans son existence par les deux bouts. Les deux termes de l'existence, le commencement et la fin, c'est la naissance et la mort. Aujourd'hui, ce sont des faits techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la naissance d'un enfant comme la mort d'un homme, c'est un événement technique. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau dans l'histoire des hommes. C'est-à-dire que désormais, on fait naître et désormais, on fait mourir. La puissance technique, elle nous apparaît acceptable quand elle est censée être au service d'une volonté libre. Et c'est là, justement, on voit très bien comment la thématique de la volonté est absolument indispensable, puisqu'en effet, pour que les puissances techniques et économiques qui peuvent au départ apparaître à un homme sensé comme étant les plus délirantes, les plus irrationnelles, mais pour que cette puissance technique et économique nous apparaisse acceptable, normale et même juste, il faut qu'elle soit censée être au service de notre volonté, de la volonté des hommes. Qui dit programme? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'avenir. Maîtriser, ça signifie en effet anticiper, prévoir. Ça signifie établir des prospectives, faire des programmes. On voit comment cela fonctionne aujourd'hui dans les secteurs les plus variés de l'existence. Ça a commencé dans les sciences. Imaginez le formidable programme qui a duré 10 ans et qui a abouti à l'atterrissage d'une sonde sur une comète. Eh bien, cette programmation, elle a fini par concerner l'existence humaine elle-même, c'est-à-dire la naissance, la mort et, entre les deux, bien entendu, de plus en plus, l'existence. Or, la mort propre, plus largement, la fin de vie, c'est le type même de fait totalement inassimilable par notre volonté. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est, si on accorde, disons, une réalité positive à cette idée ou à ce fait qui est tout de même très abstrait. On peut très bien dire, par exemple, que la volonté est un concept complètement fictif. On se joue une comédie qui serait celle de croire que nous sommes doués de volonté, mais il y a eu des philosophes qui ont argumenté en faveur de l'idée que la volonté, ou ce qu'on appelle ainsi, est une fiction. Enfin, je n'irai pas jusque-là, admettons que la volonté est un sens. Or, s'il y a quelque chose qui échappe à notre volonté, parce que la volonté, c'est l'expression de la conscience, donc s'il y a quelque chose qui échappe à notre conscience, c'est-à-dire à notre savoir, à notre connaissance, à notre maîtrise psychique, c'est bien entendu notre fin de vie. Nous ne pouvons pas, en effet, assumer par la conscience le moment qui verra la destruction de notre existence. Quelqu'un a dit, nous savons tous que nous allons mourir, mais fondamentalement, nous n'y croyons pas. C'est-à-dire que de fait, la mort est le type même, disons, d'événement dont nous avons à la fois la certitude, puisque depuis que les hommes existent, tous les hommes sont morts, sauf ceux, évidemment, qui sont encore en vie, nos contemporains. Mais on se rend compte, en effet, que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, c'est notre attitude face à cet événement qui est proprement
terrifiant, monstrueux ou totalement inconnu, et qui est notre mort. Nous ne maîtrisons pas plus notre mort que notre naissance. Nous sommes certains d'être nés. Mais qui a la maîtrise par la conscience de sa naissance? Eh bien, il faut se dire que l'être humain est ainsi fait que les deux événements décisifs de son existence, la naissance qui lui donne vie et la mort qui lui ôte la vie, ces deux événements-là échapperont à tout jamais à sa pensée. C'est-à-dire que nous pouvons saisir la mort d'autrui, d'où l'expérience du deuil, mais nous ne pouvons pas saisir notre mort propre. Nous ne savons pas quelle sera notre attitude à la fin de notre vie, comme nous ne savons pas si nous serons courageux, si nous assistons à quelque chose de scandaleux dans la rue. Nous ne pouvons pas savoir cela. Combien de fois on dit de quelqu'un qu'il est extrêmement lâche et timoré et qui, au moment où il y a un événement catastrophique qui se déroule dans sa vie, cet homme-là qu'on disait lâche et timoré s'avère être d'un très grand courage. On ne peut pas, ni pour les autres, ni pour soi-même, savoir quel sera notre caractère, notre attitude, notre comportement face à quelque chose d'aussi tragique. Puisqu'il y a là quelque chose d'irréconciliable, aussi tragique que la mort. Par ailleurs, la volonté, elle n'est pas simple, elle n'est jamais simple. Là aussi, je suppose qu'elle existe. Je renvoie à un passage très beau de saint Augustin, l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Il était l'un des derniers philosophes de l'Antiquité, c'était un philosophe chrétien, et dans un passage de ses Confessions, saint Augustin dit « Ce que je veux, mon Dieu », puisque saint Augustin s'adresse à Dieu, « Ce que je veux, mon Dieu, je ne le veux jamais d'une volonté totale ». Et ça, me semble-t-il, c'est une idée absolument décisive. C'est-à-dire que la volonté, à supposer qu'elle existe, est toujours partielle. Si nous faisons un peu l'analyse de nos grandes décisions dans notre existence, décision, je ne sais pas, d'acheter une maison ou d'acheter une voiture, de partir en voyage, de se marier, de se mettre en couple, etc. Enfin, les quelques grandes décisions qui ont ponctué notre existence. Si on fait une analyse un petit peu, disons, sérieuse et profonde de ces décisions, on s'aperçoit de cette chose-là. Même lorsque nous étions très enthousiastes à l'idée de faire quelque chose. Donc, même si nous voulions, corps et âme, faire quelque chose, il y avait une partie de nous-mêmes qui ne le voulait pas. Il y avait une partie de nous-mêmes qui tirait en arrière, qui émettait des objections, qui renaclait. Parce que, de fait, quand on prend une décision, il y a toujours des effets pervers, il y a toujours des effets périphériques qu'on n'a pas prévus à l'avance et qui peuvent s'avérer négatifs. Bref, même lorsque nous voulons, il y a, dans ce que nous voulons, il y a une partie que nous ne voulons pas, et nous sommes tous un peu dans cette position de la jeune paysanne séduite par le Don Juan, le personnage de Mozart. Nous sommes tous dans la position de dire « je veux et je ne veux pas, je voudrais et je ne voudrais pas ». On peut se demander si le fait d'insister tellement sur la volonté, est-ce que ce n'est pas une manière de prendre les individus au mot? Et est-ce que finalement ne se profile pas dans cette question justement de la mort, de la fin de vie, quelque chose qui serait plus terrible? C'est une hypothèse qui mérite d'être posée, c'est-à-dire dans une société vieillissante, la seule culture, la première culture de l'histoire des hommes à ne donner strictement aucun sens à la mort. Est-ce que nous ne nous acheminons pas vers une sorte de gestion industrielle de la mort et que la seule façon, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, la seule façon de rendre une telle abomination acceptable, c'est de laisser supposer que les individus sont libres et volontaires de faire ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que la directive anticipée suppose une volonté monolithique, une volonté une qui est proprement introuvable. Même d'ailleurs dans les conditions, disons, de parfaite conscience, voyez. Alors je ne dis pas, lorsque nous avons déjà été atteints par les maux de l'âge ou de la maladie, là, à ce moment-là, cette volonté, elle est considérablement effritée. Les textes supposent la volonté éclairée, libre et éclairée. Mais en fait, pourquoi cette volonté concernant la fin de vie ne peut jamais être éclairée?
Pourquoi il y a une impossibilité d'être éclairé sur cette question? Parce que la fin de vie est une catastrophe, c'est la fin d'un monde. Même d'ailleurs pour quelqu'un qui est croyant, il y a là quelque chose de catastrophique et comme je l'ai déjà dit, la catastrophe, c'est le type même d'événement que nous ne pouvons pas penser réellement. Par exemple, Bergson faisait la remarque que les Français n'avaient pas réellement pensé ce que ça pouvait être l'éclatement de la guerre en 1914. Nous ne pouvons pas aujourd'hui réellement penser ce que ça pourrait être qu'une troisième guerre mondiale nucléaire, etc., etc. C'est-à-dire que de fait, même si nous savons que de telles choses sont possibles, nous ne pouvons pas les penser. Donc, en fait, la volonté ici, elle apparaît comme étant un jeu stratégique, enfin une pièce dans un jeu stratégique ou tactique que l'on fait jouer aux individus pour qu'un certain nombre, disons, de mesures puissent être prises dans un cadre formellement démocratique. Par ailleurs, dans le cadre précis des directives anticipées, nous avons affaire à un cas très net de conflit des volontés. Il y a potentiellement, même s'il n'y a pas encore équilibre ou symétrie, il y a trois volontés. En gros, il y a la volonté du patient, la volonté du médecin, la volonté de la famille. On voit très bien que ces trois volontés n'ont aucune raison a priori d'être d'accord et de pouvoir se mettre d'accord sur une idée ou sur une mesure consensuelle. Le médecin, il est d'ailleurs lui-même dans une position éminemment équivoque aujourd'hui. Et la position du médecin sera de plus en plus équivoque. Est-ce que le médecin représente la science ou est-ce qu'il représente la société? Et on voit très bien que dans certains domaines, le fait que le médecin représente davantage la société que la science va faire qu'il va changer de plus en plus de métiers. Pensez par exemple aux médecins du Tour de France ou pensez à ces médecins qui font de l'enhancement, comme disent les Américains, c'est-à-dire qui non pas soignent des individus malades, mais qui augmentent les capacités d'un individu en bonne santé. C'est ça la médecine aujourd'hui aussi. Donc il est clair ici que lorsque nous disons le médecin, n'allons pas croire que nous soyons à la même époque que Pasteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine est en train de subir une révolution culturelle, et pas seulement technique, une révolution culturelle qui risque de remettre considérablement en cause ses missions historiques depuis celles que l'on connaît à travers, par exemple, le extraordinaire serment d'Hippocrate, qui fut, je le rappelle, le premier texte et le seul texte humaniste de toute la culture gréco-latine. Alors, le médecin dispose d'un grand pouvoir, mais nous l'avons vu, il n'est pas tenu de se conformer aux directives anticipées. Il est le seul à engager sa responsabilité aujourd'hui, et ça, c'est évidemment un élément absolument décisif. La famille. La notion de personne de confiance, bon, ça nous entraînerait trop loin, mais c'est une notion évidemment qui est éminemment vague. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une personne de confiance au cours de notre existence? À combien de personnes avons-nous fait confiance et à qui nous avons retiré cette confiance? Il est clair qu'une personne de confiance, elle ne l'est pas ad vitam aeternam. Les liens affectifs. Autre question, les liens affectifs que nous pouvons avoir avec des personnes de notre entourage ne signifient en aucun cas que ces personnes que nous aimons, que nous chérissons, et qui nous aiment et qui nous chérissent, ça ne signifie pas qu'elles savent, ces personnes, ce qui vaut le mieux pour nous. C'est-à-dire qu'on peut très bien aimer quelqu'un et être aimé de lui, et être dans la méconnaissance de ce qui serait préférable ou juste ou le moins pire pour la personne en question. En outre, il y a évidemment au sein de la famille des conflits possibles entre les membres. Le cas est déjà arrivé. C'est arrivé à propos du cas de Vincent Humbert, c'est arrivé récemment, il y avait une épouse qui voulait la crémation et puis la famille qui voulait l'inhumation. Que faire d'un cadavre quand vous avez la famille qui s'écharpe sur la question de savoir est-ce qu'on le brûle ou est-ce qu'on l'enterre? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, autre révolution culturelle, la crémation est en train de l'emporter sur l'inhumation, ce qui donne évidemment un sens symbolique extrêmement fort dans la façon dont aujourd'hui nous concevons la mort. Alors, la jurisprudence privilégie le lien stable et permanent.
Mais notre société, vous le savez, valorise de plus en plus les liens contractuels aux dépens des liens, entre guillemets, naturels. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y aura à choisir entre la volonté du conjoint et la volonté des parents, eh bien, de plus en plus, j'en suis certain, ce sera la volonté du conjoint qui aura la primauté, la préférence, parce que, en effet, notre société est une société contractualiste, ce qui est normal, puisque le contrat est l'expression d'une volonté, alors qu'un lien naturel de filiation, c'est un lien qui n'est pas l'expression de notre volonté. C'est pas nous qui avons décidé d'être le fils ou la fille de tel père ou de telle mère. Alors, le sens général de ces questions, quel est-il? C'est le vieillissement accéléré de la population, ajouté aux formidables innovations et progrès techniques et médicaux. D'où la nécessité économique d'une gestion de la fin de vie. Notre monde rend superflu, et c'est là que l'interrogation est inquiète, plus qu'inquiète, elle est tragique. Notre société, notre monde rend superflu une masse d'êtres humains de plus en plus nombreux. On le voit à travers le chômage, on le voit également à travers de plus en plus la fin de vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une hypothèse que je pose, c'est une hypothèse philosophique qui évidemment mérite contestation, mais je pense que notre société ou notre monde, qui est aujourd'hui un monde mondialisé, vous le savez, que par conséquent, les problèmes que nous posons ici ce soir ne concernent pas seulement les Français, c'est des problèmes qui vont concerner ou qui concernent déjà une grande partie de l'humanité. Or, ce monde qui rend superflu une masse d'êtres humains de plus en plus nombreuse tend à ce que les vieux veuillent eux-mêmes leur mort. D'où, évidemment, les combats pour la dépénalisation de l'euthanasie, d'où le suicide assisté, d'où les directives anticipées. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal, bien entendu, là encore, dans un contexte démocratique où les gens sont libres et égaux en droit, l'idéal, c'est que ce sont les individus eux-mêmes qui réclament de mourir. On n'a plus besoin de leur imposer, parce qu'il est clair qu'une euthanasie historiquement plombée par la politique nazie, eh bien, c'est une euthanasie qui, dans un cadre démocratique, est absolument impensable. En revanche, à partir du moment où elle est réclamée par les patients ou les vieux eux-mêmes, eh bien, à ce moment-là, elle paraîtra de plus en plus acceptable. La conclusion que je vais faire, c'est que, contre ces inquiétudes, je voudrais exprimer l'espoir que le corps médical reste le plus longtemps possible, parce que les forces qui vont à l'encontre de tout cela sont extrêmement puissantes. Donc, le souhait que le corps médical reste au service de la science et de l'éthique humaniste et sache résister aux tendances économistes, puisque c'est d'économie dont il est question. Même si on n'a pas parlé d'argent ce soir, c'est tout de même de cela qu'il est question en grande partie, que ce corps médical sache résister donc aux tendances économistes qui font de l'existence humaine une simple entreprise à gérer. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Monsieur Gaudin. J'ai retenu un cri d'alerte en fait dans ces directives anticipées. C'est un éclairage intéressant. Il mérite débat. Et donc, je vous propose de l'entamer tout de suite. Donc, merci pour cette intervention. Et puis, ça fait peser une lourde responsabilité sur les épaules des médecins.